Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Guernalec. Gaëlle est la directrice de l'association Papoto et il me tenait tellement à cœur de pouvoir vous la présenter et de vous partager tout ce en quoi elle croit et ce pourquoi elle se bat au quotidien. Papoto propose aux professionnels de la parentalité des outils leur permettant de transmettre aux familles des informations essentielles sur le développement de l'enfant. Gaëlle nous partage dans cet épisode la genèse de ce projet et l'intention des ateliers et de toutes les actions menées en faveur de tous les parents et des professionnels de la parentalité. Si vous ne connaissez pas Papoto, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode et vous pourrez alors découvrir toutes les ressources vidéo gratuites et accessibles à toutes et même traduites en plusieurs langues. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Gaëlle, je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode de podcast. Ça faisait un petit moment qu'on avait prévu de le faire parce que sur un des épisodes de la première saison, le docteur Anne Reynaud a fait référence à ton travail sur la fin de son épisode sur la théorie de l'attachement et nous a fortement conseillé cet échange. Donc je l'avais en tête, mais je suis vraiment ravie de pouvoir le faire aujourd'hui avec toi. Moi, je te connais depuis quelques années. J'ai dit dans l'introduction un petit peu de quelle façon je t'avais découvert, mais je vais le redire. C'était sur des colloques, c'était sur des conférences. À l'époque, tu avais un site qui s'appelle Ginger. Mais ce que je te propose, c'est de te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et comment t'en es arrivé à là. Très bien. D'abord, merci de m'accueillir, Lika. Je suis très honorée que tu m'aies sollicité et puis évidemment très très honorée que Anne Reynaud ait pu citer mon nom. Alors c'est vrai que concernant mon parcours, il est assez atypique dans le milieu de la petite enfance, de l'éducation au sens plus large, puisque moi, au départ, je n'ai aucune formation initiale dans ces domaines, puisque je viens de la presse. J'ai été journaliste pendant près de 25 ans. Et j'ai été les premières années journaliste en presse très, très généraliste, et je traitais donc des sujets qui n'ont rien à voir, quoique, avec ceux qui nous occupent aujourd'hui, mais je pouvais traiter le fait divers, le grand reportage, la chronique judiciaire, etc. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours journalistique, j'ai resserré le prisme sur la petite enfance, l'éducation, la parentalité, puisque j'ai travaillé au magazine Parents pendant 11 ans. Et j'ai travaillé dans cette honorable institution à une époque où c'était encore une vraie grosse référence, et notamment une vraie grosse référence papier. J'ai l'impression de parler comme un dinosaure, mais à une époque vraiment où la presse écrite était encore extrêmement prescriptrice. Voilà, on n'avait pas encore totalement basculé sur le web. Et là, donc c'est là finalement que j'ai commencé à m'intéresser d'un point de vue professionnel à ces questions de développement du jeune enfant et d'éducation. Et puis il y a eu je pense un vrai tournant, c'est que à un moment donné, je me suis intéressée à la littérature scientifique sur ces sujets. C'est-à-dire que je suis sortie un petit peu juste d'une appréhension qui était très très grand public, avec une tendance à interviewer toujours les mêmes spécialistes qui publiaient un livre tous les 2 ans. Et j'ai commencé à lire les articles qui étaient produits dans des revues internationales et donc qui étaient essentiellement en anglais. Et moi, j'avais pas de formation de journaliste scientifique au départ, donc ça n'avait pas été un réflexe. Et puis une fois que j'ai mis le nez là-dedans, je me suis dit waouh, c'est absolument passionnant. Ça m'a permis de faire un petit pas de côté par rapport à la façon dont on pouvait appréhender ces sujets en France avec un regard très franco-français.
Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des tas de notions et des tas de théories dont moi, je n'avais jamais entendu parler et que j'ai trouvé absolument passionnantes. Et donc, j'ai à un moment décidé d'essayer de relayer toutes ces connaissances, tout ce savoir que je trouvais vraiment très éclairant. Et j'ai donc quitté mon statut très confortable de salarié dans un grand groupe de presse pour monter un site d'information en ligne, donc Ginger, qui est toujours accessible aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui à l'heure où je te parle, mais tout cela va être réglé très vite parce que là, visiblement, il est en maintenance. Je l'ai découvert il y a 1 heure, mais ce sera réglé, je pense, au moment où ton podcast sera accessible. Et donc sur ce site, l'essentiel de mon travail, c'était de faire de la vulgarisation scientifique. Donc de faire des revues de littérature, de résumer, de traduire et de résumer des articles, et puis et c'est comme ça qu'effectivement nous nous sommes rencontrés, de suivre des colloques, des événements destinés aux professionnels, et d'en faire des comptes rendus assez exhaustifs. Donc j'ai traîné mes guêtres dans beaucoup d'assemblées de professionnels, et c'est là que j'ai rencontré énormément d'experts, mais aussi de professionnels de terrain, et que j'ai pu continuer à me nourrir de leur expertise, expérience, etc. Et puis il y a eu un moment où j'avais l'impression que j'avais accumulé tellement alors c'est de connaissances, mais aussi c'était des choses très très pratiques, c'est-à-dire que sur le site, sur Ginger, je relayais beaucoup tout ce qui pouvait se faire à travers le monde en matière de prévention précoce. C'est-à-dire tout ce que des tas de professionnels expérimentaient dans le monde pour soutenir très tôt les familles, pour essayer de préserver le bon développement des enfants. Et ça, c'était un pan de la recherche qui m'a toujours passionnée, parce que c'est extrêmement concret. En fait, c'est comment, en affinant ses connaissances sur le développement du jeune enfant, et on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup appris sur l'importance des premiers liens, l'importance des interactions précoces. On parle des 1000 premiers jours. Voilà, tout ce que nous ont apporté plusieurs domaines de recherche, en psychologie du développement, les sciences cognitives, dont les neurosciences. Et une fois qu'on avait tout ce savoir, tout à coup, on a réalisé à quel point ces premières années, elles étaient fondamentales, à quel point elles étaient à la fois une fenêtre d'opportunité dans le développement de l'enfant, mais aussi une période extrêmement sensible, et donc une période à risque. Et que ça pouvait être intéressant de soutenir de façon assez intensive des familles qui pouvaient présenter des fragilités particulières sur un plan psychosocial. Et ça m'a absolument passionnée. Parce que c'était vraiment c'est un outil pour lutter de façon très précoce contre les inégalités, contre la reproduction des inégalités. Et donc là, je suis passée de l'autre côté du miroir, et je me suis plus contentée juste de lire et de relayer ce que je lisais. J'ai à mon tour essayé de tenter des petites expériences. Et en tentant ces expériences, j'ai abouti à la création de l'association Papoto. Voilà, en très résumé, mais finalement quand même un petit peu long. Oui, mais c'était important de poser du contexte, et puis toute la cohérence finalement de ce parcours qui t'emmène, après avoir côtoyé, lu, reçu et vérifié tout ça, de vouloir le mettre en œuvre, d'autant que ce type je peux appeler protocole d'accompagnement, reste quand même assez rare en France. Alors, effectivement, nous, on s'est inscrit dans le cadre d'intervention précoce auprès de familles considérées comme vulnérables sur un plan psychosocial, c'est-à-dire en situation de précarité économique. Alors, je vais dire à chaque fois et où, parce que en fait, évidemment, toutes les familles ne cumulent pas tous les facteurs de risque.
Et c'est toujours très important de préciser que c'est quand il y a plusieurs facteurs de risque qu'on parle d'une vraie fragilité. Parce que ce n'est évidemment pas parce qu'une famille est en situation de grande précarité économique qu'elle va présenter des fragilités au niveau de la parentalité. Malheureusement, on sait que souvent on a un cumul de facteurs de risque. Et c'est ce cumul de facteurs de risque qui fait que tout à coup, on a un impact sur les pratiques parentales et ensuite sur le développement de l'enfant. Et tu as raison, c'est une approche qui longtemps a pas été très bien vue en France. Alors pour des tas de raisons, il y a des débats absolument passionnants sur ces sujets et des débats que je trouve tout à fait légitimes, mais qui, à mon sens, pendant longtemps en France, ont été tranchés et puis ont fermé la porte à la possibilité de venir soutenir ces familles. C'était l'idée qu'on risquait de stigmatiser ces familles, qu'on risquait de poser des étiquettes sur les enfants, de faire des prophéties autoréalisatrices, d'enfermer les enfants dans une destinée, etc., etc. Or, moi, là où ça m'a intéressée, c'est qu'en fait, toutes les données de la recherche montrent le contraire. C'est-à-dire que les données de la recherche, elles montrent que, en fait, quand on vient aider une famille pour laquelle on a identifié des facteurs de risque et qu'on lui apporte des connaissances, un étayage, une guidance, au contraire, on va préserver, voire modifier la destinée de l'enfant. Et alors moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait rien de plus stigmatisant en fait que la grande pauvreté, que les problèmes d'insertion sociale, que l'échec scolaire, et que la vie, elle se charge elle-même d'être très stigmatisante. Et que en fait, quand on est vraiment dans une posture éthique, bienveillante, pour moi, voilà, c'est vraiment tout est dans la posture. On peut chercher à transmettre des connaissances aux familles. Et je pense que la nouveauté de ce qu'on apporte nous chez Papoteau, pour essayer de sortir de ces débats justement, c'est de dire nous on se positionne comme des passeurs d'informations, comme des relais. On n'est pas là pour dire aux parents ce qu'il faut faire, on est là pour leur dire aujourd'hui où on en est de l'état des connaissances, voilà ce qu'on sait, voilà quels sont les consensus scientifiques sur le développement du jeune enfant, sur ses besoins fondamentaux et sur ce qu'on sait des postures parentales et des pratiques parentales qui permettent le mieux de répondre aux besoins de cet enfant. Et donc, nous, on est là pour vous raconter ça parce que ces données-là, elles vont pas forcément arriver jusqu'à ces familles fragiles qui peuvent avoir des difficultés d'accès à l'information parce qu'elles vont pas parler français, parce qu'elles ne savent pas lire ou écrire pour des tas de raisons. Et donc, nous, on est là pour remâcher ces informations, les digérer, les rendre accessibles. Et ensuite, les parents restent toujours libres de s'en saisir ou pas. Mais au moins, on s'est assuré que l'information était accessible. Et ça, c'est vraiment notre positionnement. Et je pense que quand on est sur ce type de posture, finalement, on démine un peu les résistances. Parce que, oui, on n'est pas là pour imposer des normes aux parents. On est là, nous, pour dire il y a des consensus scientifiques, ils existent, et on vous les livre. Ensuite, libre à vous de vous les approprier ou pas. Ça, c'est assez nouveau. Là où on a été aussi un peu novateur, c'est que on a décidé que il ne pouvait pas y avoir de frein à nos actions et notamment la barrière de la langue, puisque c'est un des gros problèmes quand on travaille auprès des populations les plus fragiles, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Souvent c'est que on a des familles qui soit viennent d'arriver, soit sont là depuis un petit moment mais n'ont pas pu encore apprendre le français et donc ne peuvent pas comprendre des informations qui vont être écrites ou transmises en français, et qu'il fallait absolument contourner cette barrière-là. Donc on a décidé nous de travailler avec des vidéos et de tout de suite doubler les vidéos dans plusieurs langues. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. De toute façon, c'est devenu un refrain chez Papoteau. Il y a pas d'empêchement, il y a pas de frein. Moi, je sais que c'est, tu sais, le premier réflexe en général de nos partenaires sur le terrain, qui ont envie, qui sont très enthousiastes, mais ils nous disent mais non, mais nous, vous savez, nos familles, c'est difficile de les mobiliser, elles peuvent pas venir comme ça à plusieurs ateliers, etc. Et en fait, très vite, les partenaires se rendent compte que
si vraiment on fait l'effort d'aller chercher les gens et qu'on se met à leur hauteur et que on adopte une bonne posture, mais qu'on a fait l'effort d'aller les chercher là où ils sont, les gens ils viennent, et non seulement ils viennent, mais en plus ils sont ravis de venir. Alors ça demande beaucoup d'énergie, c'est extrêmement chronophage, c'est très fatigant, ça demande beaucoup de conviction, mais c'est très gratifiant à l'arrivée, puisque les retours des parents, c'est qu'ils sont très très contents de recevoir ces informations. Nous, on leur dit que ce qu'on leur livre, c'est exactement la même chose que les infos qu'on va donner en formation de professionnels. Et ça, pour des familles, c'est très, tu vois, c'est très gratifiant aussi de se dire, on me transmet des infos qu'on va transmettre aux pros. Donc on fait tomber beaucoup de barrières de cette façon. Donc oui, ça c'est assez nouveau. Ça a quand même beaucoup changé, je pense, sur les 5 dernières années en France. Je trouve que le contexte a changé, justement parce que beaucoup de professionnels ont réalisé l'importance de ces premières années et le fait qu'ils ont constaté que si on n'agit pas tôt, après les problématiques s'enquistent et que c'est plus difficile de régler les problèmes et qu'il vaut mieux intervenir en amont. Oui. Donc je trouve que le contexte est finalement plus favorable aujourd'hui. Complètement. Alors moi, le programme Papoto, je le connais bien parce que je suis une de tes intervenantes, en tout cas une intervenante Papoto. Et pour donner un peu plus de concret aux auditeurs, donc en fait, tu vas nous le présenter aussi, mais donc c'est plusieurs ateliers qui durent à peu près 1h30 avec un certain nombre de parents organisés autour de vidéos excellemment, elles sont très bien faites. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as comment tu as organisé ce programme-là, pourquoi cette durée-là, pourquoi cette durée, ces supports, ces thèmes, comment ça a été élaboré tout ça? Alors je te remercie de cette question fort pertinente et je vais essayer de te répondre de façon assez concise et te dire d'abord qu'on est très honorés chez Papoto de te compter parmi nos animatrices et bientôt animateurs, car enfin nous allons avoir un homme. Alors nous, pour construire l'approche Papoto, oui, yes. Pour construire l'approche Papoto, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a disséqué les boîtes noires des programmes d'habileté, d'entraînement aux habiletés parentales qui existent depuis longtemps, plutôt dans les pays anglo-saxons. Il y a des tas de programmes. Certains sont très connus, le Triple P, Carolina Abecedarian, Incredible Years, tout ça sont des programmes vraiment connus qui ont été évalués mais des dizaines voire des centaines de fois et dans des tas de contextes différents, pas seulement en contexte occidental, c'est ça qui est intéressant. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on est allé regarder un petit peu ce qu'on retrouvait comme invariant dans ces programmes, les ingrédients qui revenaient un petit peu tout le temps. Et on s'est dit on va s'inspirer un petit peu de ça parce que on va pas réinventer le fil à couper le beurre, on va partir de choses qui existent et qui ont été évaluées. Ça c'était très très important. Et on est parti. Alors quand je dis on, c'est mon binôme Faustine Pratt qui était la cofondatrice à l'origine de Papoto, qui est psychologue et qui animait des cafés des parents en banlieue parisienne et qui manquait d'outils. Et donc notre question c'était comment on peut travailler avec les parents pour leur transmettre toutes ces infos sur les besoins fondamentaux du jeune enfant. Parce qu'on n'a pas d'outils pour travailler avec ces familles. On n'a pas de support adapté pour travailler avec des familles qui, pour certaines, ont très peu été scolarisées, qui maîtrisent peu le français, pour certaines culturellement avec des guillemets, mais elle a été très éloignée des notions qu'on voulait aborder avec elles, les notions d'attachement, de prévention des violences, la verbalisation des émotions, etc. Et donc la question c'était quel support on peut utiliser, comment on va construire des supports. Donc on est parti de l'idée de faire des vidéos parce que c'était l'outil qui nous paraissait vraiment le plus adapté. Avec cette idée tout de suite de les doubler en plusieurs langues. Il fallait que le vocabulaire utilisé dans ces vidéos soit extrêmement simple. Il fallait que les vidéos durent très peu de temps
parce qu'on le sait, le cerveau humain a une capacité d'attention qui est courte. Et puis, si on balance trop de notions sur un temps trop court, on perd les gens. Donc, voilà, on s'était fixé toutes ces contraintes. Ensuite, dans le choix des sujets, il y avait 2 critères qui ont compté. Le premier, c'était qu'il fallait qu'il y ait un consensus sur le fait que le sujet qu'on traitait était bien au cœur du développement du jeune enfant. Et le deuxième critère, il fallait qu'il y ait l'existence d'un gradient social sur le sujet. C'est-à-dire, sur le sujet qu'on traite, on sait qu'il existe un potentiel différentiel de développement entre les enfants selon l'origine socio-économique de leur famille. Donc, typiquement, le langage, le développement du langage, il y a un gradient social très fort sur le développement du langage. Mais ce gradient social, on va le retrouver sur la plupart des sujets que nous traitons. Si tu prends l'attachement, on sait qu'il y a un gradient social sur l'attachement, c'est-à-dire que, alors Nicole Guedney en parle très bien, tu as une prévalence plus forte des troubles de l'attachement dans les populations très précaires. Ça, on le sait, on a des tas de données. En même temps que je te parle, je me le note pour pouvoir t'envoyer des références là-dessus. Donc, tous les sujets qu'on a traités dans nos 10 vidéos aujourd'hui qui sont accessibles en ligne, il y a l'existence d'un gradient social. Donc ça, c'était nos outils. Au départ, on était parti avec l'idée de produire des outils qu'on allait mettre en open source, en libre accès pour tout le monde, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis on s'est dit, on va, avec chaque vidéo, on va proposer en ligne une petite fiche où on va résumer un petit peu pourquoi on a traité tout ce que je viens de t'expliquer, pourquoi on a traité ce sujet, pourquoi il y a un gradient social, pourquoi c'est important d'aborder ces sujets avec les familles, pourquoi c'est de la prévention précoce. Et puis on va proposer ensuite aux professionnels une petite guidance pour animer des échanges avec des familles autour des vidéos. On s'est dit on va mâcher un peu le travail. Nous, ça nous paraissait assez facile en fait. Je sais pas du tout à quoi ça tient. Bon, Faustine, elle est psychologue, c'était son job. Moi, pas du tout à l'origine, mais il se trouve que j'aime bien faire ça. Donc, ça nous paraissait assez naturel de transmettre ces infos à partir de nos vidéos. Mais on s'est dit, il faut qu'on le formalise un petit peu pour les gens pour qui ce serait pas si évident, a priori. Donc, on a fait nos petites fiches. Mais pour faire nos fiches, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même que nous-mêmes, on anime pas mal d'ateliers pour que ça ait du sens. Donc, on a, pendant 2 ans, animé beaucoup d'ateliers et proposé à des gens, dont toi, des professionnels, d'animer des ateliers avec nous pour venir nourrir notre boîte à outils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on arrive à formaliser une vraie approche papoteau, même si je pense on en est encore au début parce que ça va prendre encore des années pour affiner exactement ce que c'est Papoteau, ce que c'est la boîte noire de Papoteau et ce qui fonctionne chez nous. Mais je pense qu'on peut dire que d'un côté il y a les outils, les supports vidéo, et de l'autre il y a une approche, il y a une technique d'animation, il y a une technique d'échange avec les familles pendant les ateliers. Donc on a formalisé l'idée qu'il fallait avoir un cycle avec plusieurs ateliers, c'est-à-dire voir les mêmes familles plusieurs fois, constituer un groupe fermé. C'est important parce que on propose un espèce de programme puisqu'on va balayer plusieurs sujets et qu'il nous semble très important que les familles puissent avoir abordé ces différents sujets parce que c'est un tout cohérent pour nous. En fait, on se rend compte que le développement du langage, on ne l'aborde pas que quand on fait la séance sur le langage, évidemment. On l'aborde quand on traite des émotions. On l'aborde quand on traite de la discipline, de comment on pose le cadre. On l'aborde quand on parle de l'attachement et du besoin de sécurité. C'est transverse, en fait, et tous les sujets sont liés les uns aux autres. Donc, il y a une vraie cohérence, c'est un tout. Donc, c'est important que les parents puissent venir à l'ensemble des ateliers. Ensuite, il y a toute la question de la posture et de l'alliance. Et donc, on affine ça. C'est quoi l'approche Papoteau ? L'approche Papoteau, c'est que, voilà, on pose bien qu'on est là pour transmettre des infos. Donc, par exemple, on se pose très peu la question de oui, mais est-ce que je vais imposer une façon de faire ? En fait, on s'en fiche un peu de ça. Nous, notre propos, c'est que nous dit la science ? Qu'est-ce qu'on a comme données sur ce sujet-là ? Est-ce qu'on a des données probantes pour se permettre d'en dire quelque chose aux parents ?
S'il y a des données probantes, alors oui, on peut en dire quelque chose. Oui, finalement, c'est de les outiller. C'est de les outiller, oui. Mais c'est important, si tu veux, de le poser comme ça, parce que, par exemple, c'est une posture qui est très différente de la posture d'accueillant en LAEP. Tu vois, en LAEP, normalement, les gens sont quand même beaucoup plus dans une posture d'observation, de distance. Du coup, nous, quand on expose notre approche, les gens qui ont l'habitude d'être en LAEP, en lieu d'accueil enfants-parents, ils peuvent dire, ah là là, bah, nous, on fait pas du tout comme ça. Bah, c'est pas grave, c'est complémentaire. Mais en tout cas, sachez que nous, quand on fait du papoteau, oui, on va se permettre de trancher sur certains sujets. Si un parent nous dit, bon, moi, je fais ça, je trouve ça super, mais nous, on sait qu'il y a des vraies données pour dire que c'est pas si super que ça. Alors, je vais prendre le sujet le plus facile, sur les violences éducatives. On le sait aujourd'hui que donner une fessée, alors c'est pas donner une fessée de temps en temps, mais on sait que instituer la fessée comme sanction et comme mode éducatif, ça ne va pas. Ça ne va pas pour le développement de l'enfant. Donc on peut se permettre de le dire. Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment de données pour le dire. Après, il y a toujours la façon de le dire. Là aussi, on a beaucoup réfléchi à cette question de la posture. C'est toujours partir de ce que disent les parents, de ce qu'ils formulent, de ce qu'ils verbalisent. Et par rapport à ça, toujours manifester en premier lieu de la curiosité. Quoi que le parent dise, c'est toujours d'abord manifester de la curiosité par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Ah tiens, vous faites comme ça, c'est intéressant, racontez-moi. Pourquoi, d'où ça vient, etc. Et ensuite, nous, on peut proposer autre chose. Et en général, les parents adhèrent, mais extrêmement facilement. Donc tout ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé au fur et à mesure, qu'on a formalisé. La posture, l'alliance, comment on crée l'alliance avec les familles, toute la question de les faire revenir, de fidéliser des parents, parce que évidemment, c'est un vrai enjeu. De leur dire, vous venez une fois, mais vous n'allez pas venir qu'une seule fois. Vous allez venir à 3, 4, 5, voire 7 séances. Et comment faire pour qu'ils reviennent ? La création d'un petit groupe WhatsApp pour mettre des informations, faire des rappels. Ouais. Je sens à ta respiration que tu allais dire quelque chose. Il y a un petit décalage en fait, donc c'est très déstabilisant. Je sais pas quand couper la parole, mais je vais le couper. Mais oui, mais comme tu parles de cette posture et on le ressent vraiment, l'importance de cette alliance, de cette création de relations de confiance pour permettre ce pacte-là de dire on commence, on chemine ensemble, on finit ensemble. Enfin moi, pour l'avoir vécu, je vois bien que les parents ils viennent pour continuer à partager. Je vois bien aussi moi dans les ateliers, c'est de finir avec un petit lien avec l'atelier d'après. Et on retrouve ces parents-là et pendant la semaine, certainement qu'il s'est passé des choses avec leur enfant et on peut s'en servir et en reparler. Enfin, j'ai l'impression que cette expérience d'atelier sur un temps long permet aussi d'expérimenter un bout de vie avec eux et finalement de faire des allers-retours entre cette théorie qu'on leur amène et puis la pratique qui vont pouvoir, enfin, qui continuent qui peuvent mettre en place au fur et à mesure, de le vérifier, de venir nous en reparler. Et ça, c'est très, très... c'est super... Enfin, c'est puissant, en tout cas, comme accompagnement, que ça se passe sur du temps long, de cette façon-là, dans un cadre de confidentialité et de confiance. Alors, je te rejoins tout à fait. De toute façon, mettre en lien la théorie et la pratique, c'est une condition sine qua non, mais que ce soit avec les familles ou que ce soit avec n'importe quel être humain, pour s'approprier une nouvelle notion, il vaut mieux pouvoir l'expérimenter et l'expérimenter très vite. Et il y a rien de plus efficace dans l'accompagnement à la parentalité qu'un parent qui teste quelque chose et qui voit tout de suite l'effet sur son enfant. Ça c'est le plus efficace et c'est un levier de changement radical. Donc oui, la mise en lien de la théorie et de la pratique, et je dirais que ce qui permet de faire du lien entre la théorie et la pratique, c'est lorsqu'on a des ateliers où les parents sont là avec les petits enfants,
Nous, on fait des ateliers sur les temps scolaires. Donc, en général, c'est des parents qui ne travaillent pas. Donc, les enfants de plus de 3 ans, ils sont scolarisés. Mais comme on est sur des parents de petits, alors, la plupart du temps, ils viennent avec l'enfant qui a 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, c'est plus sportif pour l'animateur. C'est plus sportif aussi pour le parent. Mais en revanche, ce qui est super, c'est que l'animateur peut rebondir sur ce qui se passe ici et maintenant avec l'enfant. Et ça, ça c'est extraordinaire de rebondir sur les interactions qu'on a sous les yeux, sur ce que l'enfant fait au moment où on parle. Et en plus, pour ça, les enfants sont géniaux parce que en général, ils trouvent le moyen de mettre en pratique tout de suite ce que tu viens de montrer dans une vidéo. Et c'est top. Ça marche extrêmement bien. Alors, il se trouve que moi, j'ai toujours adoré faire ça, mettre en relief ce qu'un enfant faisait sous les yeux de ses parents pour tout à coup attirer l'attention du parent, lui dire vous avez vu là la façon dont il vous a regardé, etc. Et ça, c'est un très 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 bon outil. Ça marche bien. Et ensuite, oui, le fait que il se crée quelque chose au sein du groupe, les parents se revoient plusieurs fois. Il y a le petit groupe WhatsApp où on peut interagir. Certains parents, des fois, postent une vidéo sur le groupe WhatsApp pour dire tiens, moi, après l'atelier, j'ai eu l'idée de faire ça. Voilà ce que j'ai fait avec mon enfant, c'était super. Ouais, ça marche vraiment bien. Et puis l'autre petit outil qu'on utilise aussi pour les fidéliser, c'est qu'on leur remet un petit cadeau à chaque atelier. Et on n'a aucun scrupule à faire ça. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens que ça fait énormément tiquer. Mais j'ai envie de vous dire que tous les moyens sont bons et que même s'ils ne viennent que pour le cadeau, au moins ils viennent et pendant qu'ils sont là, il se passe quand même des choses. De toute façon, les parents viennent très rarement uniquement pour le cadeau. Ils disent qu'ils sont très contents, que ça leur fait super plaisir, mais ils viennent pas chercher leur cadeau. Et les petits cadeaux, c'est un cadeau qu'on va utiliser pendant les ateliers, puisqu'il y a une petite connotation un peu pédagogique. On va offrir un petit imagier, des marionnettes à doigts, un livre de coloriage, un petit puzzle en bois. Enfin, et puis à chaque fois, on va montrer aux parents à quel point ça marche super bien avec les enfants, que ça permet d'être en interaction avec eux, qu'on peut l'avoir sur des petits objets, on peut les avoir sur soi, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de sortir le téléphone quand on est dans la salle d'attente à la CAF ou chez le pédiatre, etc., pour occuper l'enfant qui, évidemment, au bout de 6 minutes, ne peut pas tenir en place parce que c'est un enfant de cet âge-là. Et donc de dire aux parents, plutôt que de tout de suite avoir le réflexe de sortir le téléphone, vous voyez, on sort les petites marionnettes à doigts, on raconte une petite histoire, on sort l'imagier, et ça c'est super. Donc ces outils-là font aussi que les parents, je pense, se sentent accueillis. Ils sont contents de ces petites marques d'attention. Et ce qui je crois aussi fonctionne bien, c'est de voir comment l'animatrice va se positionner par rapport à leur enfant et l'attention qu'elle va apporter à leur enfant. Je pense que ça, c'est très important pour les parents. De voir un adulte, parce qu'il faut pas oublier que ce sont des parents, souvent leur enfant n'a pas été accueilli en crèche ou en mode d'accueil, donc avant l'entrée en maternelle, ils n'ont pas forcément eu l'habitude de voir d'autres adultes interagir avec leur enfant. Donc c'est très très important que nous, dans notre façon d'interagir avec les enfants, on soit vraiment vraiment très ajustés. Pour montrer qu'on témoigne vraiment de la considération à ses enfants. Et puis, évidemment, pour être dans une forme aussi de modélisation. On peut pas expliquer aux parents à longueur d'atelier que c'est important de se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler si nous-mêmes, on ne le fait pas. Donc, et ça, les parents le relèvent beaucoup au moment des évaluations, de comment l'animatrice était vraiment très, très gentille avec leur enfant, extrêmement patiente, alors que leur enfant, pendant tout l'atelier, touchait toujours à tout. Et que nous, on est là à expliquer que c'est le travail de l'enfant et que c'est à nous de sécuriser l'environnement. Mais que lui, il va toucher à tout, c'est normal. Tout ça, c'est vraiment très... Voilà, c'est très pensé pendant les ateliers, c'est important. Et je crois que ça fait partie de la démarche et de ce que les parents vont pouvoir en retirer.
Oui. Ce qui est, comme tu l'as dit, c'est que Papoto, en tout cas les ateliers Papoto, se font autour donc de ces vidéos qui sont traduites en plusieurs langues, disponibles librement. Alors on les envoie entre chaque atelier, mais ce qui est riche aussi, c'est elles peuvent, ces mamans ou ces quelques papas, partager ces vidéos après au retour à la maison avec le conjoint ou bien l'entourage, les personnes qui côtoient au quotidien, et ça permet de prolonger aussi cet échange-là. Moi, j'ai souvenir de mamans qui se sentent fortes de pouvoir dire, j'en ai parlé à ma voisine, elle n'était pas au courant, je lui ai montré cette vidéo, et donc elles deviennent en quelque sorte aussi en position de transmission, et c'est super valorisant aussi pour dans leur parentalité, ça. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors c'est quelque chose qu'on avait postulé dès le départ avec l'idée de faire des vidéos, c'est que nous savions que la vidéo est un outil viral et on avait misé là-dessus sur le fait que ce serait une façon de maximiser notre impact, pour parler comme on parle quand on pitch devant des financeurs, parce que c'est quand même une grosse partie de mon activité aussi d'aller chercher des sous, c'est important. Et tu as raison, oui. Les mamans qui viennent en atelier quand ce sont des mères vont montrer la vidéo au conjoint et nous témoignent ensuite que le conjoint du coup a eu l'idée de faire ceci avec l'enfant et que c'était super. Elles vont transmettre à une copine, à une voisine, à la sœur, à la famille, au pays. Donc ça c'est assez magique, l'idée que y a une transmission qui se fait en dehors des frontières. Ça c'est génial. D'ailleurs, petite parenthèse, moi je suis assez sollicitée sur LinkedIn par des associations enfin qui ne sont pas en France, qui sont dans des pays africains notamment, pour faire du papoto en Afrique. Je trouve ça absolument génial. Donc oui, il y a cette possibilité de transmission, et il faut savoir qu'en ce moment on est vraiment en train de travailler là-dessus, c'est passer à la vitesse supérieure. C'est comment des parents qui ont assisté aux ateliers peuvent devenir vraiment ambassadeurs, mais je veux dire, au-delà de transmettre une vidéo et d'en parler à la sœur ou la voisine, c'est à leur tour se mettre à organiser, tu vois, des événements. Moi, je raisonne sur le modèle réunion Tupperware. C'est comment ils vont organiser peut-être une petite réunion d'appartement avec d'autres parents de la cité pour raconter ce qu'ils ont appris en atelier, montrer des vidéos. Bon, ça, on est en train de formaliser ça. Et j'aimerais bien que ça marche, parce que je crois vraiment que pour qu'on obtienne un changement vraiment d'échelle, tu vois, que les pratiques changent à l'échelle d'une population, d'un quartier par exemple, il faut absolument que à un moment ça passe vraiment par les familles elles-mêmes. Et pour ça, il faut les former non seulement sur le fond des sujets, mais ensuite sur la posture. C'est comment elles vont se positionner par rapport aux autres parents pour pouvoir transmettre ces infos. Donc ça, je trouve ça absolument passionnant de réfléchir à ça. Et oui, c'est génial, parce que c'est le bout de la chaîne du fameux pouvoir d'agir. Si on arrive à faire ça, c'est gagné. C'est top. Alors, où est-ce qu'on retrouve du papoto ? Enfin, là, actuellement, où se passent les ateliers papoto alors, en France ? En ce moment, on a un cycle qui se termine à Gennevilliers, au pavillon des parents, qui est un relais parental de la Croix-Rouge. On avait déjà fait un cycle d'ateliers en 2021 qui s'était bien passé. Donc, on a recommencé là, et je sens qu'il va falloir qu'on continue. Il y a une demande. On commence un gros projet à la Courneuve, dans le 93. Donc on a eu un premier atelier animé par Delphine hier, et c'était génial, parce que on s'était vraiment bougé pour mobiliser les familles, puisque ça c'est toujours la grande surprise, c'est est-ce qu'on va avoir des familles au premier atelier. Donc on y était vraiment allé, distribution, on s'est mis devant l'école maternelle du coin, on a distribué des petits flyers, on a expliqué aux parents de quoi il était question, etc. Et puis nos super partenaires du PRE, le projet réussite éducatif, et de la maison de l'éducation, a fait le job aussi, ce qui fait qu'on a eu 12 familles
dont 3 papas au premier atelier, donc c'était absolument génial. Et Delphine a fait l'atelier avec les vidéos en bambara, en tamoul et en mandarin. C'était assez sportif. Mais quand on peut faire ça, pour moi, c'est du vrai papoteau, ça. Ça veut dire que vraiment, on y va, on n'a pas peur. On fait une séance où on va montrer des vidéos dans 3 langues, avec le français, 4 langues différentes. Et rien ne nous arrête. Donc, on a ce projet à La Courneuve, il va durer pendant quasiment 2 années. On travaille très, très bien à Sevran, avec la maison de quartier Edmond Michelet. Alors, tout ça, c'est avec des financements divers et variés, c'est toujours important de le dire, hein. De la région, de l'agence régionale de santé, de la politique de la ville, des communes, très très important. Donc Sevran, on va travailler très vraisemblablement, continuer de travailler à Paris avec la CAF de Paris, qui a été un partenaire important pour un projet qu'on va essayer de développer à la cité Valentin-Abeille dans le 18e arrondissement. On a été en Mayenne et on va certainement y retourner, et j'y tiens beaucoup parce que c'est un projet en protection de l'enfance, là, avec des familles, pour certaines dont l'enfant est placé, ou il y a un placement à domicile. Et moi, j'adore travailler avec ces familles-là. Je trouve ça vraiment, c'est passionnant comme travail. Faut savoir que c'est assez innovant de faire du groupe, du collectif en protection de l'enfance. Et je pense que c'est très, très prometteur, en fait. Voilà, on est à Marseille encore, hein. On a toute une activité à Marseille qui est développée par Faustine Pratt, la cofondatrice. Et puis il faut savoir qu'on a été en 2020 et 2021, on a été dans une vingtaine de lieux différents. Donc on a été vraiment un peu partout en Île-de-France. Je crois que le seul département où on n'a pas été, ça devait être le Val d'Oise. Mais sinon, on a été dans quasiment tous les départements. Et on est essentiellement, en général, nous, on intervient dans maisons de quartier, centres sociaux et structures d'hébergement d'urgence. Donc, CHU, CHRS. Oui, on est beaucoup à Paris, d'ailleurs, dans des hôtels sociaux avec des partenaires comme Basiliade ou Coalia. Et donc là, on travaille avec des familles qui sont plutôt des familles migrantes primo-arrivantes. Et c'est passionnant aussi. Super, ok. Finalement, c'est assez ouvert. Si jamais une crèche souhaite faire du papoteau dans sa crèche, elle peut aussi Alors, t'appeler. tout à fait. On a déjà fait du papoteau dans des crèches. Et c'était super intéressant. Alors, quand on fait du papoteau dans des crèches, moi, ce que je trouve vraiment pertinent, mais je dirais que finalement, c'est un peu partout pareil, que ce soit dans des crèches ou les autres structures. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un temps d'abord alors je sais pas si c'est de la formation ou de la sensibilisation, mais en tout cas d'avoir un temps avec les équipes où nous, on va vraiment décortiquer ce qu'on fait. C'est quoi notre cadre théorique? C'est quoi les notions phares qui sont au cœur de papoteau? Et c'est quoi notre posture pour que finalement toute l'équipe soit partie prenante et qu'ensuite tout le monde intègre tout ce travail-là pour le refaire au quotidien avec les parents dans les temps d'accueil pour que ce soit pas juste un one shot. Je trouve qu'il y a un côté très frustrant si ça ne dure que le temps de l'intervention. Il faut que ça puisse être pérenne. Donc ça, c'est pertinent d'intervenir dans des crèches, mais quand vraiment l'équipe se mobilise autour du projet et on est partie prenante. Et je sais que par exemple, on a très très bien travaillé avec une super structure là, avec l'association Espace 19 à Paris dans leur centre social qui a une halte garderie, une crèche. Enfin, c'est du multi-accueil. Et c'était super parce que l'équipe s'est vraiment mobilisée et ils ont même demandé à avoir une formation papoteau pour leur journée pédagogique. Et ça, c'était vraiment super. Donc oui, et quand on intervient en crèche, là aussi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est que l'équipe ait vraiment l'intention de mobiliser les familles dont elle sait qu'il peut y avoir un vrai besoin de soutien et d'étayage, des familles que peut-être elles voient pas beaucoup, qu'elles ont du mal à mobiliser, mais il faut faire un effort spécifique pour aller chercher ces parents-là parce que vraiment, c'est bien pour tout le monde, mais je crois que c'est encore en mieux
pour des parents qui d'eux-mêmes ne vont pas forcément aller chercher les informations, ne vont pas y avoir accès. Il faut toujours faire un effort vraiment particulier pour aller à la rencontre de ces familles. Oui, bien sûr. Ok, super. Merci beaucoup, Gaëlle. Je crois que c'est maintenant plus clair pour ce qui concerne Papoto, de cette action. En tout cas, moi, avec peut-être peu d'objectivité, mais si, en fait, j'essaye de l'être et je vois à quel point c'est tellement utile et c'est un soutien qui est que je trouve très inclusif parce que finalement, pour en parler aussi autour de moi et à des professionnels. Je fais de la formation d'assistante maternelle, j'utilise du Papoto. Je fais de la formation de professionnels de l'enfance en école, j'utilise du Papoto. Enfin, je trouve que c'est un outil qui, de toute façon, est très parlant parce que, comme tu l'as dit, il a été étudié pour correspondre à l'attention et la compréhension de toute personne étant en contact d'enfants. Et donc, je trouve que ça va au-delà, en tout cas, de ce programme d'intervention précoce. Et pour ça, je te remercie beaucoup, beaucoup de mettre à disposition tout ça. Je t'en prie, je suis tellement heureuse que des gens comme toi puissent s'en saisir comme support pour ensuite pouvoir transmettre à tous ces professionnels, ces acteurs de terrain dont le travail est tellement essentiel dans cette perspective de prévention précoce que j'en suis absolument ravie. Super. Pour terminer cet épisode, Gaëlle, est-ce que tu aurais un thème ou une personne à me conseiller pour la suite, un prochain épisode pour poursuivre ce podcast? Alors oui, j'y pensais tout à l'heure quand je parlais du fait que pendant les ateliers Papoto, on pouvait utiliser ce qui se passait avec les enfants, les interactions qu'on avait sous les yeux et rebondir sur ces exemples, que pour les parents c'était très éclairant. Du coup, ça m'a fait penser à quelqu'un qui utilise en France. Alors là, on est dans le traitement. On est au-delà de la prévention primaire de ce qu'on fait, mais je trouve que ce serait passionnant de pouvoir s'entretenir avec lui. C'est Romain Dugravier qui est un pédopsychiatre qui exerce au Centre de psychopathologie en périnatalité à l'Institut Brune de Paris. Il est même le chef, c'est pas seulement qu'il exerce, c'est le chef, c'est le grand chef. Et c'est un super pédopsychiatre. Il est vraiment, il est passionné et donc passionnant. Il connaît bien la prévention précoce. Il se trouve qu'il est aussi un des membres éminents d'une association qui s'appelle l'ANIS, Agence Nouvelle pour les interventions sociales et de santé. J'ai peur d'écorcher l'acronyme, mais je crois que c'est ça, qui fait un boulot remarquable en PMI. Donc Romain connaît bien l'environnement de la PMI. Et je trouve que ce serait très pertinent de le faire intervenir, et notamment pour qu'il explique les outils qu'il va utiliser, lui, avec les familles qu'il peut recevoir, où là, on va être sur des difficultés du lien, notamment. Alors, il y a aussi des familles qui viennent avec des troubles psychiques, et comment on travaille justement avec des familles, des mamans qui ont une maladie mentale. Et il va utiliser notamment la guidance interactive par vidéo feedback, et ça, c'est super intéressant comme approche, comme outil. Et je trouverais pertinent de l'inviter à parler de tout ça, lui aussi de son parcours. Il a travaillé aussi avec Antoine Guédenay, donc il connaît bien, il s'inscrit vraiment dans le cadre de l'attachement, comme tu as déjà reçu Anne Reynaud. Il y a une continuité, il y a une vraie cohérence entre tous ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette proposition et puis pour cet échange. Je te remercie, et puis peut-être à bientôt pour poursuivre sur ce thème ou sur un autre. Avec très grand plaisir. Merci beaucoup, Lika. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles.
Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.